Bonjour tout le monde, bonjour Marion, bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Tout le monde est en forme? Par ce beau temps Super. merveilleux, en forme. Ah là là, oui, oui. Bon, heureusement, aujourd'hui, on est là pour mettre un peu de soleil dans les vies de tout le monde en parlant de l'Ontario. Tout d'abord, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir à cette conférence en ligne dédiée à la découverte de l'Ontario, cette belle province canadienne. Je vais commencer par, nous présenter. Donc moi, je suis, Julie, responsable de la communication chez Cercle des Voyages et je suis ravie de vous accompagner à travers cette aventure immersive en ligne et pour cela, aujourd'hui, donc je suis accompagnée, de Marion, Cécile et Roxane. Donc Marion est la représentante de l'Office de tourisme de l'Ontario. Cécile est conseillère experte Canada chez Cercle des Voyages et Roxane est chargée, chef de projet, marketing et communication. Donc Roxane, elle est pas connectée, vous la voyez pas car elle œuvre dans l'ombre, puisque c'est elle qui va gérer notamment, tout l'aspect un peu technique de ce webinaire. Donc n'hésitez pas, mesdames et messieurs, si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez utiliser, le petit onglet chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Voilà. Donc avant de commencer, ce webinaire à la découverte de l'Ontario, je voulais vous demander, Cécile et Marion, quel est votre rapport, et votre relation au Canada? Cécile, est-ce que tu veux commencer? Allez, je démarre. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aussi. Alors, mon premier contact avec le Canada, c'était pour rendre visite à une amie qui était étudiante à Montréal. Et bon, tout de suite, je suis tombée sous le charme. Il faut dire que je suis une fan des grands espaces et aussi des grandes villes cosmopolites. Donc, j'ai tout de suite aimé le mode de vie dynamique, le côté multiculturel. Et puis, bien sûr, l'accueil chaleureux des Québécois, heu, c'est pas une légende. Puis ensuite, j'y suis retournée pour explorer aussi, plus la nature et d'autres régions. J'ai pu y aller, en famille, avec des amis et j'ai eu la chance de voir le pays à toutes les saisons. Je me sens vraiment bien quand je voyage, au Canada et j'ai envie de repartir, régulièrement. Il y a toujours de nouvelles découvertes, c'est infini. Super, merci beaucoup Cécile. Et toi Marion alors? Moi, écoute, l'histoire Canada, elle a commencé en 2011, donc ça commence à faire un petit moment, avec de nombreux voyages, avec, des stages, des études et cetera. J'ai eu la chance de vivre, un petit peu en Colombie-Britannique, un petit peu au Québec aussi. Donc je commence à connaître un petit peu, l'entièreté du territoire, en tout cas bientôt, je l'espère. Mais voilà, en plus, j'ai la chance, voilà, maintenant de désormais travailler pour, l'Ontario, depuis un petit moment maintenant et j'en reviens tout juste, j'y étais encore la semaine dernière donc tu vois, c'est encore Génial, tout frais et c'est vrai que c'est un plaisir, à chaque fois d'y retourner, peu importe les saisons. Là, c'était vraiment la splendeur de l'été indien avec les superbes couleurs. On a eu la chance d'avoir des aurores boréales, donc voilà, c'était, waouh! le combo parfait pour un voyage au Canada, en cette saison-là. J'attends, avec impatience le prochain. Génial. Merci beaucoup Marion. Alors, je vais vous présenter, un petit peu, enfin rapidement le programme du jour. Donc on va commencer, ce webinaire par une petite présentation, très rapide de Cercle des Voyages. Puis Marion, tu vas nous emmener à la découverte de l'Ontario et ensuite Cécile, tu vas nous faire découvrir tous les hébergements et les activités à ne pas manquer, ainsi que, 2 itinéraires à réaliser en Ontario. Si je me trompe pas, tu vas nous parler d'un itinéraire en été et d'un itinéraire en hiver, c'est bien ça? Exactement, c'est bien ça. Super. Et ensuite, donc, on terminera par un temps de questions-réponses pour que vous puissiez, voilà, nous partager toutes les interrogations que vous avez. Et pour cela, je vous invite donc à poser toutes vos questions dans l'onglet dédié, qui est en bas à droite, de votre écran, qui s'appelle donc questions, tout au long du webinaire pour qu'on puisse y répondre, à la fin. Voilà. Et puis si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas, Roxane, est toujours là pour vous répondre, dans les 2 onglets, le chat et l'onglet questions.
Donc, avant de plonger dans les merveilles de l'Ontario, j'aimerais vous parler rapidement de Cercle des Voyages et de notre ADN. Donc, ça fait maintenant plus de 25 ans que nous avons le privilège de faire voyager nos clients aux 4 coins du monde, à travers plus de 90 pays. Notre plus grande force, c'est vraiment notre équipe de conseillers passionnés. Ce sont tous des experts qui connaissent leur destination comme leur poche et vous allez en avoir un aperçu pendant ce webinaire puisque donc Cécile, nous accompagne aujourd'hui. Chez Cercle des Voyages, chacun de nos conseillers experts conçoit chaque voyage comme une aventure unique et vraiment vous co-créez en fait votre voyage avec votre conseiller pour une expérience vraiment personnalisée et inoubliable. Et en tant que membre de notre communauté Cercle des Voyages, vous bénéficiez d'une conciergerie qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que une ligne directe pour pouvoir parler à votre conseiller personnel avant, pendant et après votre voyage. Voilà. Et maintenant, je vous propose qu'on embarque tous ensemble pour un voyage virtuel en Ontario. Donc, je vous souhaite un bon voyage et Marion, je te laisse la parole. Quel honneur d'emmener tout le monde en Ontario. Ça fait toujours très plaisir. Merci beaucoup, Cercle des Voyages, voilà, de m'avoir conviée, pour vous présenter la belle province canadienne de l'Ontario aujourd'hui. Vous allez voir, on va parcourir un petit peu un tour, assez, général de l'Ontario avec, des très, très belles découvertes entre les villes et la nature. Pour commencer, on va se resituer un petit peu sur la carte, pour que tout le monde ait bien en tête. Vous voyez, l'Ontario, on est vraiment au cœur de la partie est du Canada. C'est la deuxième plus grande province du pays avec plus d'1 million de kilomètres carrés, soit en fait l'équivalence de la France et de l'Espagne, réunies. Donc voilà, c'est assez, énorme. En termes de décalage horaire, ça reste confortable puisqu'on est, voilà, à 6 heures de décalage horaire avec la France dans la majorité des cas. Ça peut monter à 7 pour la partie extrême est de l'Ontario, mais la majorité du temps, reste 6 en tout cas pour les parties que l'on va visiter en priorité. L'Ontario, c'est aussi la province canadienne qui est la plus peuplée du Canada. On y trouve à peu près 15 millions d'habitants, soit près de 40 des Canadiens, donc c'est assez, énorme. On a la chance d'avoir un territoire qui est bordé, notamment à l'est par la province du Québec que vous connaissez peut-être et au sud par les Grands Lacs qui marquent la frontière naturelle avec les États-Unis, avec, voilà, les États du Michigan et l'État de New York notamment. Donc on peut finalement découvrir l'Ontario seul, mais aussi, en combinaison très facilement avec l'une ou l'autre de ces destinations voisines, selon le circuit qu'on essaie de faire. Comment on vient en Ontario? C'est très, très simple. On a, 2 portes d'entrée, majoritairement. Ça va être soit sur Toronto, soit sur Ottawa et il faut compter, voilà, environ 8 heures à 8h30 de vol. On a, la chance d'avoir des vols directs, depuis la France, donc c'est toujours appréciable. Côté climatique, pas de panique sur l'hiver. On est, sur un climat de type continental, donc on a des saisons qui sont bien marquées en Ontario. Mais en fait, il faut se rendre compte que le point le plus au sud de l'Ontario, c'est à la même latitude que le nord de la Californie. Ce qui fait qu'on a des belles températures l'été où on arrive souvent autour des 30 degrés. Et en hiver, on a la chance, voilà, d'avoir de la neige en abondance qui nous permet, voilà, de faire, plein d'activités hivernales et d'en profiter, chose qu'on n'a pas forcément, chez nous, au quotidien. Si on passe sur quelques grands chiffres clés, de la destination, on le disait donc le territoire de l'Ontario a la chance d'être bordé par 4 des 5 grands lacs qui représentent à eux seuls finalement 1/5 de l'eau douce du monde, donc c'est assez conséquent. On a le lac supérieur du côté de Sault-Sainte-Marie, voilà, dans la partie, ouest. On a le lac Huron qui va border la région de la baie Géorgienne qu'on va voir tout à l'heure. Le lac Erie dans le sud-ouest de l'Ontario et bien sûr le lac Ontario qui borde la baie de Toronto et qui est celui qu'on connaît le plus. Au-delà des Grands Lacs, en fait, on se rend compte que l'Ontario a une forte histoire avec l'eau puisqu'on a, pas loin de 250 000, à chaque fois je me trompe sur ce chiffre parce que ça paraît toujours énorme, 250 000 lacs et rivières qui serpentent à travers le territoire, donc c'est assez conséquent et en fait, le nom Ontario, vient d'ailleurs, de l'eau puisque l'origine du mot est un mot autochtone qui signifie terre des eaux étincelantes. Voilà, l'eau, est vraiment, a vraiment une connexion particulière avec le territoire de l'Ontario. On a aussi beaucoup de paysages différents à travers la province. On le disait, on a des villes cosmopolites, des villages pittoresques, des lacs et des forêts, en abondance, des falaises escarpées comme vous pouvez le voir ici, en fond, et même des plages, chose qu'on oublie parfois en Ontario.
Les aires protégées sont majeures aussi en Ontario. On a plus de 110 parcs provinciaux et 6 parcs nationaux qui sont sur le territoire ontarien. On peut voilà, y retrouver des visites guidées, des activités, des hébergements insolites qui peuvent y être proposés. On a cité donc les grands lacs et les rivières, mais on a aussi en Ontario la chance de compter 2 capitales. La capitale provinciale, qui est aussi la plus grande ville du Canada, qui va être Toronto, mais aussi la capitale fédérale, Ottawa, où siège le gouvernement et de nombreuses instances administratives du Canada. On parlait tout à l'heure de la diversité de climat, c'est ce qui va permettre à l'Ontario d'être une véritable destination 4 saisons. Donc on a au printemps, beaucoup d'événements. On a le festival annuel des tulipes, du Canada à Ottawa devant le parlement qui est assez connu à cette saison-là. On a, l'été qui évidemment est une saison, idéale pour aller profiter des grands espaces, aller, visiter, à la journée les parcs, faire du camping, du canot et cetera et cetera. À l'automne, voilà, vous avez un petit aperçu de ce que j'ai eu la chance de voir la semaine dernière avec toutes les couleurs flamboyantes, qui vont aller, environ de la mi-septembre jusqu'à la mi-octobre, ça va dépendre des années. Voilà, c'était absolument incroyable comme explosion de couleurs et puis en hiver, voilà, des aventures uniques, comme le chien de traîneau, le patin à glace, la motoneige et j'en passe, pour aller vraiment profiter des grands espaces. En majorité, la principale saison touristique en Ontario, ça reste de mai à octobre. Mais voilà, il y a plein de possibilités pour aller, sur d'autres périodes. Alors maintenant, où est-ce qu'on va en Ontario? Parce qu'on se rend compte que voilà, il y a beaucoup de choix, beaucoup de destinations uniques, beaucoup d'aventures, de plein air, d'expériences, de délices culinaires. Donc je vous propose d'aller, faire un petit tour, des secrets les mieux gardés de l'Ontario avec, un petit itinéraire, que Cercle des Voyages nous a gentiment, préparé. Heu, voilà, je vais vous proposer un savant mix de découvertes culturelles, urbaines et naturelles et je vous propose de commencer par la première étape qui va être la superbe ville de Toronto. Donc Toronto, c'est, on le disait, la porte d'entrée principale de l'Ontario. C'est la plus grande ville et c'est aussi la plus grande du Canada. En Amérique du Nord, c'est la quatrième plus grande, nord-américaine, voilà, après Mexico, New York et Los Angeles. On estime à peu près autour de 6,7 millions d'habitants, dans la conurbation de Toronto. La ville de Toronto, c'est, donc une ville qui est aussi très cosmopolite et qui est connue pour avoir des quartiers aux ambiances totalement différents. Souvent, le premier que l'on va explorer, c'est son centre-ville animé avec le Financial District et tous ses grands buildings, les boutiques autour de Yonge Street et puis son Entertainment District, qui est connu pour abriter entre autres la fameuse CN Tower, qui est un petit peu l'emblème de la ville. Juste à côté, on y trouvera le quartier historique de Old Town qui lui est étendu sur 10 pâtés de maisons et qui a donné en fait, c'est le lieu où vraiment est né, Toronto et aujourd'hui, on y trouve pas mal d'architecture industrielle victorienne, des espaces verts. On y trouve, le Saint-Laurence Market, qui est aussi, un des meilleurs marchés couverts du monde, souvent cité, tel et on a aussi le quartier Distillery, Historic District qui lui, avec ses petites rues pavées, fait, écho complètement à la tendance du moment, avec des petites boutiques, des petits cafés. C'est vraiment hyper sympa pour se balader. Un peu plus au nord dans la ville, dans le Midtown, on va aller du côté du quartier de Yorkville avec les boutiques, faire un petit peu de shopping, quelques boutiques historiques et cetera. Côté West Side, Queen Street West et le Kensington Market font partie, eux, des hauts lieux, branchés pour, se rassembler. On y trouve, voilà, des restaurants primés, des créateurs locaux. On aura, aussi, envie de faire un petit tour du côté de Chinatown qui est, assez, incroyable à Toronto et qui montre, voilà, un éventail, incroyable de cuisine authentique, de magasins spécialisés et de petits marchés. En tout cas, malgré la taille de la ville, en fait, on se rend compte qu'on n'est jamais très loin de la nature à Toronto et on s'en rend compte principalement grâce au Toronto Island que vous voyez en bas à droite sur votre écran. Heu, En fait, ce sont les îles de Toronto qui sont accessibles en ferry depuis le centre-ville et c'est une escapade qui est assez, idéale pour aller, voilà, profiter des chemins de randonnée, aller faire du vélo, du kayak et admirer, en fait, la superbe skyline de Toronto. C'est une des vues qu'on voit le plus, de la ville, que ce soit en été comme en hiver, c'est toujours, sympa d'y aller. Mais donc qu'est-ce qu'on fait à Toronto? Bah, parmi les incontournables, on l'a cité tout à l'heure, la CN Tower, qui est donc un de ses emblèmes les plus connus.
Elle a été érigée en 1976 et puis elle a longtemps été la structure la plus haute du monde avant d'être dépassée par notre cher Burj Khalifa de Dubaï. Mais ça reste aujourd'hui la tour la plus haute de l'hémisphère ouest. On peut en fait monter donc à l'intérieur pour y trouver un restaurant à vision 360 degrés qui fait un tour sur lui-même en 72 minutes à peu près. On a une plateforme d'observation à l'air libre et on a aussi un sol transparent pour ceux qui veulent oser mettre les pieds dans le vide, entre guillemets. Les plus courageux pourront tester le Edge Walk, qu'ils ont habilement renommé en français l'audacieux, que vous voyez en bas à droite de votre écran ici. C'est la plus haute promenade extérieure à main libre en cercle complet du monde, à 356 mètres du sol. Donc, les personnes qui ont un petit peu le vertige savent tenir, mais c'est une expérience assez incroyable. Pour ceux qui veulent plutôt garder les pieds sur terre, donc on recommandera voilà, d'aller faire du vélo ou du kayak dans les îles de Toronto. En hiver, on peut aller faire du patin à glace au centre-ville, voilà, devant le signe iconique de Toronto, devant l'hôtel de ville. C'est toujours un beau rendez-vous. Et puis pour ceux qui aiment tout ce qui est art et culture, on a certains des musées les plus réputés du Canada qui se trouvent à Toronto. On a notamment le Musée des Beaux-Arts de l'Ontario, qui est connu sous le nom de Art Gallery of Ontario, et qui est ça doit être, je crois, le 10e plus grand musée d'Amérique du Nord aujourd'hui. Le bâtiment lui-même, en fait, a une architecture complètement avant-gardiste, en verre, en acier et en bois, qui, rien que ça, donne l'envie d'y aller. Mais on y trouve aussi la plus grande collection d'art canadien au monde, avec plus de 80 000 œuvres qui couvrent une période allant du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Autre musée particulièrement réputé, le Royal Ontario Museum. Lui, il a été fondé en 1914 et c'est le musée le plus grand et le plus complet du Canada. Il abrite une collection de 18 millions d'œuvres d'art, donc c'est assez impressionnant. Voilà, avec 40 galeries et espaces d'exposition différentes. Donc il y en a pour tous les goûts. Pour ceux qui préfèrent se balader à l'extérieur, on a je ne sais pas si vous m'entendez encore. Moi, je t'entends, oui. Ouais, ouais. Oui, on t'entend. Ah, j'ai l'impression que Marion... Ah non, c'est bon, on t'entend, Marion. Non, là, tu as coupé ton micro. Les aléas du direct. Marion, est-ce que tu nous reçois? Je sais pas pourquoi. On t'entend, Marion, nous. Vous m'entendez? Oui. Et parfait, excusez-moi. Donc on disait du street art à Toronto avec la Graffiti Alley et voilà, beaucoup d'œuvres d'art qui sont un peu disséminées un peu partout. Pour ceux qui aiment la gastronomie, on va aller du côté de Food Tour dans les différents quartiers. On a aussi le guide Michelin qui a reconnu beaucoup d'établissements de Toronto. La ville et la région comptent aujourd'hui environ 15 restaurants 1 étoile, 2 étoiles vertes et un restaurant 2 étoiles. Donc pour les amateurs de bonne gastronomie, il y a de quoi faire. Et enfin, pour ceux qui préfèrent plutôt le sport, la ville abrite beaucoup de grandes équipes de sport nord-américains, que ce soit du hockey, du baseball, du basket ou du football. J'en profite pour mentionner que Toronto sera hôte de quelques matchs de la coupe du monde de FIFA 2026, donc ça peut être une bonne occasion pour se rendre là-bas. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vérifier les calendriers des différents sports. C'est toujours une expérience super d'ajouter ce genre d'expérience à votre voyage. Quittons désormais la ville pour rejoindre un des lieux mythiques de l'Ontario que vous connaissez sans doute, les fameuses chutes du Niagara, avec les chutes Horseshoe qui mesurent voilà, 52 mètres de haut. On peut les visiter toute l'année et on les voit depuis de nombreux points d'observation de la ville. Il faut compter environ 1h30 depuis Toronto, ça peut varier selon la circulation. Il faut, enfin, c'est toujours bien en tout cas de tenter de sortir de l'autoroute. Il y a vraiment des petites pépites qui sont un peu, cachées dans les campagnes environnantes. Vous pourrez avoir, voilà, quelques vignobles, mais aussi des fermes qui travaillent les produits à l'érable. Ça peut, plutôt que de faire une ligne droite sur l'autoroute, c'est toujours plus sympa d'aller, visiter quelques petites choses, sur la route. Si on parle maintenant des attractions vraiment, à Niagara Falls, on a la majorité des attractions touristiques de Niagara qui sont ouvertes toute l'année, à l'exception des croisières, qui sont, seulement de avril à novembre.
On a le célèbre sentier du Journey Behind the Falls, qui vous offre un point de vue d'observation au plus près de la chute, en fait, à l'intérieur de la chute, où vous pourrez ressentir toute la vibration et la force de l'eau qui se déverse devant vous. C'est assez impressionnant. Autre point de vue sur les chutes, voilà, vous avez, la tour d'observation, la grande roue d'observation qui est la plus grande du Canada. Vous pouvez aussi faire un tour d'hélico pour survoler le site. Heu et ce qui est intéressant, c'est que de nuit, les chutes sont éclairées, donc vous allez pouvoir avoir, des très belles lumières sur le site. En juillet et août, vous avez aussi des feux d'artifice, le soir, donc c'est, toujours un beau spectacle et nouveauté depuis 2021, vous avez la Niagara Parks Power Station, qui est en fait la centrale électrique historique, de Niagara, qui a été complètement remodelée, dans une expérience touristique interactive, et en fait, ça vous permet de descendre, dans un des anciens tunnels, et vous parcourez, voilà, 600 mètres de long et en fait, vous arrivez jusqu'à une plateforme d'observation, heu, au plus près des chutes. C'est assez sympa et sachez que si jamais, vous y allez le soir, vous pouvez en fait, si vous arrivez sur la plateforme d'observation entre 9h30 et 10h, le soir, vous pouvez avoir, en fait, être aux premières loges du spectacle, de feux d'artifice, l'été. Donc c'est un petit bon plan à garder en tête. Mais voilà, ce qui est important à savoir, c'est que la région de Niagara ne se limite pas aux chutes, pardon. Vous avez, seulement à 25 minutes de là, le long de la Niagara Parkway, en fait, la charmante petite ville de Niagara-on-the-Lake, dont l'atmosphère est totalement différente. Elle est régulièrement reconnue comme l'une des plus jolies petites villes au Canada, et elle se trouve, en fait, au cœur de la région vinicole de l'Ontario. Donc vous avez un district, historique qui est rempli, voilà, de petites boutiques, de galeries d'art et cetera. Heu, les rues, sont absolument, incroyables. Vous pouvez, sans problème vous y promener. N'hésitez pas à flâner un petit peu dans les quartiers résidentiels parce que vous avez des incroyables maisons, heu, qui sont, complètement différentes de ce qu'on trouve chez nous et voilà, vous avez, ce petit bord de lac, puisque ce n'est pas un bord de mer, c'est un bord de lac, avec le petit kiosque. Vous avez, en partant clair, peut-être la chance d'observer la skyline de Toronto de l'autre côté. Heu, C'était, une surprise pour moi la semaine dernière. Niagara-on-the-Lake, du coup, on le disait, est réputé pour ses vignobles. En fait, on trouve plus de 100 domaines viticoles dans la région, avec, des grands domaines comme des petites installations de charme, voilà, qui ont, l'appellation de la péninsule de Niagara pour les vins. Certains proposent des restaurants, d'autres, vont proposer, voilà, des dégustations. On n'oubliera pas de tester le fameux ice wine ou vin de glace, comme on le connaît chez nous, qui est récolté, voilà, en début d'année alors que les vignes sont encore saisies par le froid. On connaît souvent la version, vin blanc, mais, sachez qu'il existe aussi du vin rouge pour ceux qui, préfèrent. C'est plus rare, mais voilà, on en trouve aussi à Niagara. Dans la totalité de l'Ontario, en fait, on trouve, finalement plus de 180 vignobles. Mais on a aussi, 250 brasseries, 80 microbrasseries, 70 distilleries, 30 distilleries et 70 cidreries, pardon. Donc de quoi, ravir les papilles de chacun, à consommer avec modération, bien sûr. Pour ceux qui aiment, plutôt le théâtre, vous avez aussi, à Niagara-on-the-Lake un festival qui s'appelle le Show Festival, qui a lieu, tous les ans entre avril et décembre et qui propose de nombreuses pièces, tous les jours. Donc assez sympa, pour une petite soirée. Partons désormais vers la région suivante qui va être celle de la péninsule de Bruce. Vous voyez sur la petite carte, le point en rouge, sur le haut. Là, on est du coup plutôt vers l'ouest et on remonte donc dans la péninsule de Bruce qui constitue l'extrémité nord de l'escarpement de Niagara. Donc en fait, il y a toute une région qui a été formée, par le Niagara, et qui est aujourd'hui classée comme région mondiale de la biosphère par l'UNESCO. Parce que ça voilà, a été d'une importance écologique et culturelle, assez unique et donc vous avez tout un ruban calcaire qui serpente sur 725 kilomètres jusqu'à Tobermory qui est la ville, voilà, qui se pose au point, à l'extrémité de la péninsule. De là, on peut aller, explorer le parc national de la péninsule Bruce, qui est connu pour ses sentiers côtiers, ses grottes marines et sa faune variée. Vous trouverez aussi dans cette zone le parc marin national Fathom 5. C'est en fait une aire marine, nationale de conservation
et vous avez, la possibilité de faire de la plongée. Vous avez beaucoup, beaucoup d'épaves et cetera qui se trouvent dans cette zone-là. Donc pour les amateurs de plongée, c'est vraiment, une très belle découverte. Et puis pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, voilà, des 1ers, habitants de la région, vous avez, aussi la première communauté européenne de l'Ontario qui se trouve à Sainte-Marie au pays des Hurons, qui est en fait anciennement le siège de la mission française des jésuites. Et vous avez aujourd'hui, voilà, une reconstitution du site d'origine avec l'histoire, des premiers pas de la mission. À savoir aussi que Tobermory, pour ceux qui veulent étendre leur séjour et partir à la découverte de la culture des peuples autochtones, c'est, un point de départ vers le ferry menant à l'île Manitoulin, qui est la plus grande île d'eau douce au monde et c'est, un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de choses liées, aux cultures autochtones en Ontario et c'est aussi une des portes d'entrée après pour entrer vers, vraiment la région du nord-ouest de l'Ontario avec, les parcs de Killarney et cetera et et tout le restant, de cette zone. Complètement différente. Si on repart, désormais dans notre itinéraire, vers la région de Muskoka, on arrive ici dans une région qui est complètement différente, qui va aller, voilà, s'étendre des eaux de la baie Géorgienne qui forment le creux aux forêts du lac des Baies. Donc on est, entre la baie Géorgienne et le parc algonquin. C'est, reconnu comme étant souvent la région des chalets par excellence au Canada. On a vraiment, des lacs et des forêts à perte de vue. Et c'est une région qui, est habituée à avoir des touristes puisque, depuis les années 1860, en fait, c'est, un des lieux de villégiature par excellence de la région de l'Ontario. On y trouve, voilà, des 1ers bateaux à vapeur qui ont commencé à naviguer sur les eaux, qui ont fait, émerger avec, le chemin de fer en 1875, voilà, la tradition de villégiature dans toute cette région. On y trouve du coup, aujourd'hui 80 centres de villégiature et lodges, qui sont répartis, voilà, entre, des hôtels luxueux 5 étoiles jusqu'à des lodges familiaux, des petites auberges pittoresques et des cottages rustiques, avec évidemment tout un tas d'activités qui sont proposées, que ce soit, du golf, des spas, des restaurants, des programmes pour les enfants, des expériences de pagayage, de la randonnée et cetera. Il y a beaucoup de petites villes, qui ont, une scène culturelle et artistique, qui est, assez intéressante, donc je vous invite vraiment à aller, explorer tout ça. Et puis pour ceux qui aiment, tout ce qui est à rapport avec la canneberge, sachez que donc le Canada, est le 2e producteur mondial de canneberge. Donc c'est une activité, très importante pour plusieurs provinces, dont l'Ontario et c'est dans la région de Muskoka qu'on trouve la dernière ferme de canneberge de l'Ontario, qui s'appelle la Muskoka Lakes Farm and Winery. Donc on peut, aujourd'hui y vivre plusieurs expériences, que ce soit goûter leur vin ou leur cidre artisanal, que ce soit visiter l'exploitation, avoir un petit tea time, en petite pause sur la route ou même, pour ceux qui y sont vraiment pendant la période de récolte, en automne, se mettre à l'eau, pour aller, récolter les cranberries sur la saison d'automne. Donc c'est assez sympa. Sur les berges du lac Muskoka, du coup, on peut monter aussi, à bord des bateaux à vapeur dont on parlait à l'instant, au Muskoka Discovery Center, qui lui, voilà, est un musée dédié vraiment à l'histoire de la région et à son développement et donc on peut y faire des croisières, classiques ou des croisières avec un repas inclus, que ce soit, voilà, à bord du bateau, hem, à vapeur ou, prochainement d'un bateau, électrique qui va arriver dans la flotte, à partir de l'année prochaine. Et Muskoka, c'est aussi la porte d'entrée vers le premier, le plus ancien, le plus célèbre parc provincial de l'Ontario, qui va être le parc Algonquin, créé en 1893. Heu, il a, la chance de s'étendre sur 7 630 km² et il a plus de 1 600 kilomètres de voies navigables, donc c'est aussi l'un des plus vastes. Il est évidemment très célèbre pour ses couleurs, automnales éclatantes et ses belles forêts, heu, qui sont notamment habitées par des orignaux, des ours noirs, des loups, des cerfs et beaucoup d'espèces d'oiseaux. Heu, donc c'est vraiment un parc qui est magnifique, mais qui est magnifique aussi en toute saison. C'est-à-dire qu'en hiver, il se transforme complètement et c'est là qu'on va aller, faire, voilà, de la randonnée en raquettes, des aventures en traîneau à chiens et cetera, entre autres. Il faut savoir que les hébergements au sein du parc, ils sont quand même assez limités. Il y a très peu de lodges. Ils sont, assez spéciaux et ils ont un niveau d'intimité qui est assez incroyable puisqu'il y a très, très peu de voitures et cetera.
Donc ici, c'est vraiment on se reconnecte complètement à la nature. On peut, aussi pour ceux qui le souhaitent, faire des excursions guidées, que ce soit à la demi-journée, à la journée ou plusieurs, journées d'un coup, pour voilà des séjours en canot, avec, camping et cetera. Si, Algonquin est un peu complet sur la saison d'automne en termes d'hébergement, on a une bonne solution, non loin de là, qui va être, la région voisine d'Haliburton, en fait, avec des paysages qui vont être sensiblement similaires, mais où on a, l'Haliburton Forest and Wildlife Reserve, où on peut trouver des chalets, on peut trouver un parcours d'aventure dans les arbres et on a aussi un centre d'interprétation des loups. Donc, c'est comme ça que j'ai eu la chance d'en voir la semaine dernière, parce que dans le parc, malheureusement, j'en ai pas croisé. Si on continue, voilà, de retour de nos aventures en nature, on arrive jusqu'à la capitale, qui est du Canada, qui est Ottawa. C'est une destination qui, elle, est très appréciée par les amateurs d'art, d'histoire et de culture et vous allez comprendre pourquoi très vite. Voilà, elle est très charmante en toute saison, que ce soit par toutes ses fleurs au printemps, ses couleurs, d'automne, assez, merveilleuses et son manteau neigeux, qui la recouvre en hiver. En activité à Ottawa, évidemment les incontournables, la colline du Parlement, qui est l'un des sites les plus emblématiques du Canada et un attrait incontournable en visite dans la capitale du Canada. Donc on a, les édifices historiques de style néo-gothique du Parlement qui surplombent, la rivière des Outaouais, dans le centre-ville d'Ottawa. Même si ce sont, des édifices où le gouvernement fédéral siège, c'est-à-dire que notre cher ami Justin Trudeau y travaille, on peut, quand même visiter certains des édifices, en fonction des activités parlementaires. Donc c'est à regarder, à chaque fois en fonction de l'activité. Vous avez, un petit peu dans l'esprit de Buckingham Palace, à Londres, une relève de la garde, avec voilà une fanfare, régimentaire de la garde de cérémonie, qui se promène, pour aller, jusqu'à la colline du Parlement. Souvent c'est un concert, entre 10 heures et 10h30, le matin, et voilà. Ottawa, c'est aussi une ville, où tout peut se faire très facilement à pied ou à vélo. Heu, on peut aussi chausser les patins sur le canal Rideau qui traverse la ville, parce que c'est une voie navigable qui relie, voilà, la ville d'Ottawa sur la rivière des Outaouais, heu, avec le lac Ontario. Mais en hiver, elle se transforme complètement et devient la plus grande patinoire, du monde sur 7,8 kilomètres, au cœur de la ville. Donc on peut y louer des patins, on peut y louer des traîneaux. C'est assez sympa comme expérience, surtout en famille. À Ottawa, on trouve aussi une scène culinaire assez dynamique, avec des visites gastronomiques, avec des visites de brasseries artisanales et on a aussi le marché Byward qui a été fondé en 1826, qui est, l'un des plus anciens et des plus grands marchés publics du Canada, avec des nombreuses, boutiques et restaurants qui sont, vraiment disséminés tout autour dans le quartier. C'est souvent une des attractions numéro 1, de la région, de la capitale nationale, avec, souvent de nombreux événements et festivals qui s'y passent. On a aussi, du coup des festivals, voilà, à l'année. On a le bal de neige en hiver, qui se déroule directement sur le canal, les 3 premières semaines de février à peu près. On a le festival canadien des tulipes qu'on mentionnait tout à l'heure au printemps et on en a vraiment bien d'autres toute l'année, sans oublier la fête du Canada qui a lieu le 1er juillet. On le disait, Ottawa, c'est donc une destination qui est très historique et très culturelle, grâce notamment à 7 musées nationaux et galeries, en plus de 16 autres musées dans la ville. Donc vous avez vraiment pour tous les goûts. Parmi ceux à ne pas manquer, ça va être, un musée qui est situé, ironiquement lui au Québec, de l'autre côté, de la rivière, qui s'appelle le Musée canadien de l'histoire, donc dans sa voisine québécoise, Gatineau. En fait, il se trouve à moins de 5 minutes du centre-ville d'Ottawa et de la colline du Parlement, mais c'est là qu'on va trouver, la une histoire assez incroyable, du point de vue des Premières Nations, puisqu'ils ont, la plus grande collection intérieure de mâts totémiques au monde. Donc c'est la salle de l'histoire canadienne qui est leur exposition phare, hein, la plus grande salle est assez incroyable et voilà, va traverser un peu l'histoire du Canada, les différents événements, les personnalités, qui ont façonné le pays depuis, voilà, depuis des années jusqu'à aujourd'hui, pour retracer un petit peu toute l'histoire, de celui-ci.
Vous avez aussi à Ottawa le musée Bytown qui, lui, se concentre uniquement sur l'histoire de la ville en elle-même, depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui et voilà, la construction du canal Rideau et comment elle est devenue finalement capitale du Canada, avec, plusieurs expositions uniques, qu'elles soient permanentes, temporaires ou communautaires. Et vous avez aussi le musée des beaux-arts du Canada, heu, où vous avez, voilà, une très grande collection d'art autochtones et canadiens au monde et vous avez la chance en plus dans ce musée-là, c'est pas juste le musée en lui-même, mais vous avez aussi depuis, le grand hall de ce musée-là, une vue panoramique sur le centre-ville d'Ottawa. Donc c'est toujours assez sympa d'y faire un tour et vous avez peut-être déjà vu, l'image de l'araignée géante, œuvre d'art, dans les rues d'Ottawa. C'est sur l'esplanade de ce musée-là qu'elle se trouve. De retour sur la route, un petit peu plus vers le sud, je vous propose d'aller, dans le sud-est de l'Ontario, avec, l'attrait le plus connu de la région qui est le parc national des Mille-Îles. C'est, toujours intéressant d'aller embarquer à bord d'un bateau pour faire une croisière qui va se trouver finalement à mi-chemin entre le Canada et les États-Unis. Vous avez plusieurs durées et plusieurs ports de départ qui sont proposés, donc de quoi adapter l'expérience, au mieux à vos besoins et à votre parcours. Et puis vous arrivez ensuite vers la ville de Kingston, qui est l'une des plus anciennes villes du pays et qui est aujourd'hui reconnue pour son architecture unique en calcaire, qui résiste encore, voilà, aux ravages du temps. Vous avez un centre-ville très, très mignon, un bord de mer et beaucoup de maisons victoriennes, donc une architecture, hyper sympa à prendre en photo et à explorer. Vous avez aussi, une grande histoire militaire puisque vous avez, quelques fortifications qui sont encore, visitables aujourd'hui, notamment le fort Henry où vous voyez, les militaires aujourd'hui en action. Mention spéciale pour les gens qui visitent le mois d'octobre, le fort Henry, puisque le fort Henry se transforme en labyrinthe hanté, et assez ensanglanté, je dois dire, pour célébrer Halloween. Pour l'avoir testé la semaine passée, je peux vous dire que c'est très réaliste et bien effrayant. Donc voilà, petit warning pour ceux qui n'aiment pas, tout ça. Ensuite, une fois qu'on a, terminé, notre petite visite de Kingston et ben, on peut terminer notre séjour en Ontario sur une petite escale du côté du comté du Prince-Édouard. C'est une région qui est encore aujourd'hui, assez confidentielle, plutôt rurale avec, voilà, des petites villes éclectiques, une communauté de chefs et d'artisans, un petit peu partout et on y trouve, le parc provincial de Sandbanks, donc en fait, de véritables dunes de sable, qui sont, voilà, au bord du lac Ontario, donc complètement différents, de tous les autres paysages que vous avez pu avoir croisés, pendant votre séjour en Ontario. Assez intéressant. C'est aussi, évidemment une région dans laquelle on va aller, découvrir les caves, les cidreries, les distilleries artisanales. C'est la région du Canada qui aujourd'hui connaît la plus forte croissance en matière de vin et de bière artisanale. Donc on vous conseille vraiment de louer des vélos et d'aller, voilà, faire le tour de plusieurs exploitations, toujours à consommer avec modération, bien entendu. Vous avez aussi beaucoup, voilà, de petites boutiques, de petits shops d'antiquités et cetera. Donc ça vaut le coup d'aller, flâner dans les différentes petites villes puisque de nouveau ce sont plein de petites villes, à découvrir, avant de retourner, voilà, vers Toronto et la fin, de votre voyage. Notre tour de l'Ontario s'achève ici, pour ma part. J'espère que ça va vous donner envie, d'aller explorer toutes ces régions, qui sont encore assez méconnues, pour nous Français. Je laisse désormais la main à Cécile qui va aborder, un petit peu plus en détail tout ce qui est hébergement et activités dans la région. Merci. Merci Marion. Rebonjour à tous. Alors je vais commencer tout en douceur avec un de nos lieux coup de cœur, un lieu dédié entièrement au bien-être, c'est le Nordic Spa Nature. Alors il est situé dans le charmant village de Old Chelsea, juste à côté d'Ottawa, aux abords du parc de la Gatineau. Alors c'est un endroit exceptionnel, unique. C'est considéré comme le plus grand spa en Amérique du Nord et ça vaut vraiment le détour. Vous serez choyé, dorloté dans ce centre qui met l'accent sur la pratique essentiellement de la thermothérapie.
Il y a aussi plein d'autres techniques de relaxation avec des bains chauds, des saunas au milieu de la nature. On peut faire l'expérience de l'apesanteur dans un bain flottant d'eau salée, faire une séance de massage en pleine forêt, du yoga et même de la méditation. Il y a plusieurs types de forfaits proposés. Par exemple, on peut combiner l'expérience thermale avec un repas de produits locaux. Il y a de très bons restaurants sur place. Donc, que vous décidiez de rester juste quelques heures ou de passer la journée entière, c'est vraiment l'endroit parfait pour se détendre, prendre soin de soi et puis recharger ses batteries. Alors ensuite, si vous êtes amateur de bonne cuisine et que vous adorez les expériences immersives, je vous recommande chaudement la visite gastronomique à pied de Toronto. Pendant cette visite, vous serez accompagné d'un guide passionné qui va partager avec vous son amour pour la bonne cuisine. Vous aurez bien sûr l'occasion d'explorer les quartiers de la ville et notamment celui de Kensington Market. Mais c'est pas tout parce que vous pourrez bien sûr goûter à plein de plats très variés. Alors moi, je trouve que ce qui rend cette visite vraiment spéciale, ce sont les arrêts dans les petites échoppes un peu cachées. À la fin de la visite, vous aurez dégusté des spécialités de tous les continents, des plats jamaïcains, chiliens, japonais ou même tibétains. C'est une expérience qui est super sympa. Non seulement parce qu'on mange bien, parce qu'on se laisse aussi surprendre par la diversité culinaire présente à Toronto, et aussi parce que c'est l'occasion de partager de vrais bons moments avec des locaux. Alors restons un petit peu dans la thématique des plaisirs gustatifs avec la visite des vignobles de Niagara on the Lake. Tout à l'heure, Marion vous en a parlé un petit peu. C'est un passage obligé pour tous les amateurs de vin. Vous aurez l'occasion d'explorer les vignobles hein, qui sont très beaux, d'apprendre des choses bien sûr sur le processus de vinification et bien sûr de déguster de délicieux vins. Que vous soyez expert ou novice, l'expérience est toujours enrichissante. Vous avez le choix sur place entre une visite en groupe ou privée en français, avec donc une dégustation des vins de la propriété, dont le fameux vin de glace, qui est produit donc à partir de raisins gelés cueillis en hiver, et le tout accompagné de fromages artisanaux. Et bien sûr, on n'oublie pas hein, de rapporter quelques bouteilles chez soi à offrir ou à partager avec modération. Ensuite, je vous invite à embarquer pour un tour en bateau à vapeur dans la baie Géorgienne. Donc, au départ du port de Gravenhurst, on monte à bord du plus vieux bateau à vapeur en activité en Amérique du Nord. Il a été construit il y a plus de 150 ans. Alors, c'est un vrai vieux bateau avec le sifflet qui retentit et les moteurs à charbon qui s'activent dans les cales. En passant devant l'allée des millionnaires, le capitaine en général ralentit pour que vous puissiez admirer donc les villas d'été au bord du rivage. C'est une façon vraiment charmante de découvrir les paysages de Muskoka. À bord, on a le temps d'admirer les jolies îles et la côte. Et en même temps, on apprend plein de choses sur l'histoire de la région. Donc, c'est super agréable et on se laisse vite emporter par cette ambiance un peu nostalgique. Alors, maintenant, une autre activité, cette fois plus dynamique, mais toujours sur l'eau et atypique, le canoë dans le parc Algonquin. Alors, si vous aimez l'aventure, franchement, il faut y aller. Il faut savoir qu'il y a plus de 2500 lacs et 7 rivières donc, dans ce parc. Donc, le canot, évidemment, est le moyen par excellence hein, de profiter de toutes les beautés des lieux.
Donc, on se balade, on pagaie sur les lacs. On observe la faune locale aussi, notamment l'orignal, qui est l'animal emblématique du parc. On peut pique-niquer, se baigner. Donc, c'est une expérience qui va vraiment vous connecter à la nature et puis créer à coup sûr de super souvenirs. Et pour finir, je vais vous parler du rafting sur la rivière Outaouais. Alors là, c'est si vous cherchez des sensations fortes. Il y a plusieurs niveaux possibles, du classique pour les familles au plus sportif. Dans tous les cas, vous aurez de bonnes montées d'adrénaline, hein. C'est une très, très chouette expérience et en sachant que, bien sûr, vous êtes toujours encadré par des professionnels aguerris. Et voilà, si vous voulez avoir du fun et passer du bon temps, c'est vraiment une expérience à tester. Alors, nos hébergements insolites, je vais vous parler de 3 hébergements atypiques qu'on aime particulièrement et qui permettent voilà, une belle connexion avec la nature. Alors, le premier, c'est l'Algonquin Cabine. Donc là, si on veut vivre une expérience authentique pendant le voyage, dans l'esprit ma cabane au Canada, c'est ici qu'il faut se rendre. Il existe un forfait de 3 jours, 2 nuits qui est guidé. On fait donc du canotage, de la randonnée, de l'interprétation de la flore et de la faune. Donc on loge dans une cabane en rondin de bois. C'est simple, c'est rustique, avec juste ce qu'il faut. Mais ici, même la nourriture est une chouette expérience parce que vous aurez un chef qui sera là pour vous préparer les repas, donc cuits au feu de camp, au bord du lac, et ensuite servis à l'immense table à manger de la cabane. Donc, les forfaits sont organisés avec les repas inclus et donc les excursions encadrées par des guides. Donc, vous avez à apporter vos objets personnels, hein, vêtements, articles de toilette, et puis l'envie surtout hein, pour cette aventure, pour prendre du plaisir dans les Algonquins. Alors, un autre hébergement atypique et parmi nos coups de cœur, ce sont les Muskoka Dome. Alors, ce sont des bulles de luxe, vraiment bien aménagées, sur 2 étages. Donc, avec une vue panoramique à l'étage principal et à l'étage supérieur, une vue sur le ciel. Donc, le dôme est équipé d'une petite cuisine, d'un grand lit, d'une salle de bain. Donc, on dort voilà, dans la bulle transparente, on peut admirer les étoiles tout en étant bien installé dans un lit confortable. C'est vraiment un petit coin de paradis en pleine nature. À l'intérieur, voilà, c'est cosy. Vous allez pouvoir vous détendre avec un bon livre. Et puis, on profite aussi de la très, très belle vue sur la forêt et les paysages autour. Le matin, on se réveille au chant des oiseaux et on peut partir donc directement se balader sur les sentiers ou au bord du lac. Et puis, le soir, on peut se retrouver autour du feu de camp pour échanger et partager des histoires et pourquoi pas faire griller des chamallows. Ça, c'est vraiment parfait, je dirais, en couple ou entre amis. Et pour le troisième hébergement, là aussi, c'est une pépite, c'est le Whispering Springs Glamping. Alors, encore un endroit assez magique pour une expérience de glamping et de déconnexion. Vous savez que le glamping, c'est le glamorous camping, c'est-à-dire du camping dans des hébergements raffinés, comme des tentes safari, des cabanes ou chalets équipés de toutes les commodités. Donc ici, on peut bénéficier du confort moderne tout en gardant un vrai charme rustique et une expérience de pleine nature hors norme.
Les tentes sont spacieuses, elles sont décorées avec beaucoup de soin. Il existe plusieurs sortes de tentes, des tritops, des chalets, plusieurs niveaux de confort aussi, avec salle de bain privative et coin salon extérieur. C'est juste parfait pour profiter de soirées à la belle étoile. Alors ici, on va chercher le calme, une escapade romantique. Donc les propriétaires ont fait le choix d'un lieu pour les adultes uniquement, ou en tout cas les plus de 16 ans. Et c'est ouvert en saison, c'est-à-dire de fin mai à mi-octobre. Alors je vous donne quelques petits plus et puis quelques attentions imaginées par les propriétaires pour vous montrer que ce lieu est un peu à part et assez exceptionnel. Des paniers de petit déjeuner sont livrés directement aux tentes le matin. On a la possibilité d'acheter un panier de dîner si on veut cuisiner dans la tente. Sur place, on peut rencontrer un mixologue pour, voilà, qui prépare des cocktails. Il y a des masseurs, des instructeurs de yoga, et puis tous les soirs, des feux de camp sont préparés donc pour échanger, partager des bons moments. Et puis on a aussi sur place une piscine à eau salée, un jacuzzi. On peut faire du canoë, de la pêche. Ils ont même un jardin de légumes bio. Alors, je vais vous présenter deux idées d'itinéraire pour un voyage itinérant en Ontario, donc avec la location de voitures. Dans les deux cas, vous savez que ce sont des suggestions pour vous inspirer, vous aider à imaginer votre prochain voyage. En sachant que quand vous ferez appel à moi ou à un autre expert au cercle des voyages, on sera à votre écoute pour personnaliser entièrement votre programme selon vos envies, le rythme, etc. Donc, alors, le premier programme, c'est celui dont Marion vous a parlé tout à l'heure. Il est parfait à la belle saison, donc bon, du printemps à l'automne. Et il permet donc d'alterner entre la dynamique des villes et la nature sauvage. Donc, avec ce programme, on commence à Toronto, hein, qui est un petit New York. Ville très très énergique. Et moi, je vous conseille de prendre le pouls de la ville en commençant par exemple le quartier de Kensington Market, d'aller aussi faire un petit tour à Distillery pour l'architecture victorienne, et puis de faire une petite escapade aussi, de sortir un peu de la ville pour voir les îles de Toronto en prenant le ferry. Et puis alors le grand incontournable de la ville, c'est vrai que c'est la CN Tower qu'on conseille plutôt par beau temps ou de nuit pour une vue imprenable. Et donc si vous n'avez pas froid aux yeux, vous pourrez tester donc l'audacieux. Mais là, c'est vraiment pour les plus téméraires. Ensuite, on se dirige vers Niagara Falls après 1h30 de route à peu près, hein, on est sur place. Donc là aussi, c'est un paysage et une visite qui est vraiment immanquable. C'est très spectaculaire, donc je vous conseille d'y aller si vous êtes en Ontario. Et puis, donc depuis Niagara, on va partir direction plein nord sur la péninsule Bruce. Là, c'est un vrai petit bijou. C'est complètement paradisiaque. Donc, voilà, on le recommande vivement aussi pour les randonneurs, les amateurs de plongée sous-marine. Donc voilà, si vous voyagez là-bas avec des enfants, pensez à demander le livret des explorateurs à l'accueil du parc avec des jeux et des activités pour les faire participer encore mieux. Ensuite, le périple continue sur Muskoka, donc cette région de chalets, de luxe et de lacs, qui est donc parfaite pour les activités de plein air, le canoë, la voile, la randonnée. C'est super beau. En automne, c'est merveilleux avec les feuilles
qui change de couleur. Et c'est une destination de choix, je pense, pour ceux qui cherchent une expérience un petit peu plus haut de gamme, avec des stations balnéaires élégantes. Et donc ensuite, on poursuit au parc Algonquin, qui est le plus ancien, le plus populaire et le plus vaste d'Ontario. C'est aussi certainement le plus sauvage. Donc là, vous pourrez voir des orignaux, des castors, ours noirs, loups, cerfs. La faune est vraiment hyper diversifiée. Et bien sûr, là aussi, les possibilités d'aventure sont infinies, en sachant que les activités phares sont quand même vraiment le canot et la randonnée. Ensuite, vous allez découvrir la capitale, bien sûr, Ottawa, avant de donc rejoindre la région du comté du Prince-Édouard pour un break ou une expérience assez relaxante. C'est vrai qu'avec les belles plages, les jolis villages, on est dans une ambiance apaisante. On goûte aux produits locaux, on peut visiter les galeries d'art. C'est une belle manière de terminer cet autotour. Et puis, pour le dernier programme que vous pourrez retrouver donc sur notre site en ligne, hein, on va changer complètement d'ambiance et découvrir l'Ontario en hiver sous la neige. Alors, on a beau être à Toronto en hiver, hein, ça reste une ville ultra chaleureuse et très vivante. Il y a beaucoup de festivals comme le Winter Delicious. On peut aussi faire du patin à glace en plein air au milieu des gratte-ciel, visiter les musées, bien sûr, et le marché de Saint-Laurence. Alors moi, je vous le conseille parce que, bon, alors il est connu comme étant l'un des meilleurs marchés alimentaires au monde. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le National Geographic. Mais c'est super sympa parce que c'est un ancien marché fermier qui est rempli d'étals, de produits frais. Et l'ambiance est très chaleureuse. Et voilà, c'est un marché à ne pas manquer. Et puis, de mi-novembre à fin décembre, là aussi, on ne manque pas le village d'hiver de Distillery. C'est le marché de Noël hein, de Toronto. Alors là, le décor est absolument féerique. On peut écouter des chants de Noël, voir des spectacles en sirotant un chocolat chaud. C'est incontournable. Et ensuite, donc, on vous propose de vous diriger vers les chutes du Niagara. Donc, même en hiver, c'est sublime. Souvent, les chutes sont entourées de neige. On y voit des formations de glace. Donc, le spectacle est assez époustouflant. Et moi, je vous conseille de prévoir, si le temps le permet, un tour en hélicoptère. C'est très impressionnant aussi en hiver. Après la visite, on se dirige à Niagara-on-the-Lake, qui est une petite ville hyper charmante. On a l'impression d'être dans un décor de poupée, avec ses petites boutiques, ses jolies maisons. Voilà, donc bien sûr, on ne repart pas de cette région sans avoir fait une dégustation de vin dans les vignobles du coin, dont le fameux vin de glace. Dans ce programme, la prochaine étape, c'est la station de ski Blue Mountains, où on pourra s'en donner à cœur joie sur les pistes de ski, profiter d'activités hivernales comme le patinage sur glace, les glissades sur tube, la motoneige ou le traîneau à chien. Ce village est très sympa, c'est très animé. Il y a beaucoup de restaurants, de boutiques, donc c'est plaisant après une journée de plein air. Alors, on part ensuite dans la région de Muskoka, qui est toujours superbe à cette saison. On a des paysages féeriques, les lacs sont gelés. C'est vraiment l'idéal pour une sortie en motoneige ou aussi une balade en traîneau à chien sur les sentiers boisés.
Alors, le lendemain, après un bon petit déjeuner, on reprend la route vers le parc Algonquin. Vous pourrez donc observer la faune locale et bien sûr randonner sur les sentiers enneigés et peut-être repérer les cerfs, les loups, pourquoi pas d'autres animaux. Pour cette étape, effectivement, vous pourrez aussi en hiver dormir à l'Algonquin Cabin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le voyage se poursuit sur Ottawa, la capitale, où vous pourrez donc patiner en plein air sur le canal Rideau gelé. Alors rassurez-vous, hein, pas besoin d'être un expert pour bien en profiter et s'amuser. Et puis, ben, pour lutter contre le froid, on va déguster un chocolat chaud au marché Baille ou explorer les musées ou les boutiques. C'est vrai que Ottawa a beaucoup de choses à proposer, à offrir, même en hiver. Euh, donc, en somme, un voyage en Ontario, que ce soit l'été ou l'hiver, c'est l'assurance enfin, de vivre de belles aventures hein, en ville, en nature, et puis de pouvoir aussi faire des expériences avec des sensations fortes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation, que ça vous aura donné envie de partir en Ontario. Je serais ravie de répondre à vos questions avec Marion et puis bien sûr d'organiser votre prochain voyage. Merci infiniment Cécile et merci beaucoup à toi Marion également. Moi, On t'a perdu, Julie? Ouais. Cécile, est-ce que tu veux qu'on commence à répondre aux premières questions On en va, attendant le retour de ouais, Julie? c'est ce que j'allais proposer. Parfait. Alors, on commence par quoi? Ah bah là, voilà. je suis de retour. On a un gros problème technique au bureau. Voilà, je vous prie de m'excuser. On a une coupure d'internet, donc je suis de retour, mais vous devez sûrement me voir. Ouais, vous me voyez dans mon bel environnement de mon bureau. Mais est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend Oui, bien, tout va bien. très bien. C'est super. Ok. Bon, c'est déjà pas mal. Je vous prie à tous de nous excuser pour ce problème technique, mais nous allons pouvoir continuer. Donc, Cécile, d'abord, on a une question pour toi. Jean-Michel voudrait connaître le budget d'un voyage en Ontario. Alors, le budget, disons que ça va beaucoup dépendre du type de voyage, enfin de la durée du voyage, de la période où vous partez. Comme je disais tout à l'heure, on organise des voyages entièrement personnalisés. Donc, je peux vous donner une fourchette de prix pour le voyage que j'ai proposé là, par exemple, sur 2 semaines. C'est 13 nuits sur place avec les vols, la location de voiture, les hébergements. Il faut compter à peu près 3 500 € par personne, sachant que tout va dépendre de la gamme d'hôtels, d'hébergements que vous choisissez. Voilà, si c'est rustique, si c'est plus luxueux. Voilà, donc on saura aussi
adapter le voyage en fonction de ce que vous souhaitez. Merci beaucoup, Cécile. Marion, j'ai une autre question pour toi de la part de Jean-Michel. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de une ou deux spécialités culinaires que l'on retrouve en Ontario? Ça peut être un de tes petits coups de cœur perso, par exemple. Bah écoute, j'ai pas eu l'occasion d'en tester tant que ça, mais effectivement, comme on est au Canada, on y retrouve forcément beaucoup de sirop d'érable, beaucoup de cranberries qui sont intégrés dans la nourriture. Et comme c'est une région qui est tout de même assez agricole, on a beaucoup de produits locaux, donc tout ce qui va être pommes, tout ce qui va, voilà, des vergers, on peut aller récolter ses propres pommes. Les cueillir dans les arbres, ça se fait beaucoup en Ontario. On a en dessert notamment, on a ce qu'ils appellent la butter tart. C'est une version, une recette un petit peu différente de la tarte au sucre qu'on connaît côté québécois. Un mélange de beurre et de sucre. Là, on est plutôt sur quelque chose de très calorique. Mais, ça a l'air gourmand en tout cas. C'est ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se mange beaucoup en dessert. Là, on a fêté lundi l'Action de grâce, donc la version Thanksgiving canadienne. Et on a retrouvé les courges de la saison, la volaille, les pommes de terre, etc. Finalement, le repas classique d'un Thanksgiving. Donc, ça se rapproche quand même pas mal de ce qu'on trouve en Amérique du Nord de manière générale, mais avec une culture très développée de la ferme à la table pour aller manger au plus frais possible ce qui se récolte directement, les petits fromages, etc. Génial. Tout à l'heure, tu parlais au début de ta présentation du climat. Est-ce que tu peux nous dire s'il neige beaucoup en hiver et à quelle température est-ce qu'on peut s'attendre à peu près, que ce soit en été ou en hiver? Alors, comme on est sur un climat continental, ça peut vraiment varier du tout au tout. Donc, ça peut aller une grosse amplitude, on va dire de 30 à moins 30 dans vraiment les extrêmes. Mais c'est assez rare d'arriver sur des températures comme ça. La neige, oui, il y en a. Après, selon les régions, ça va dépendre. La partie la plus proche du lac Ontario, en fait, le lac va finalement aider à réguler aussi le climat. On va pas aller trop chaud l'été, on va pas aller trop froid l'hiver non plus. Donc, c'est aussi pour ça que dans la région de Niagara, on peut cultiver du vin. C'est le cas aussi dans le comté du Prince-Édouard où on va aller avoir des vignobles, etc. C'est dû à la régulation du différent climat selon les régions grâce au lac. En tout cas, Ok, oui, il y a super. assez de neige sans problème pour faire toutes les activités qu'on aime en hiver. Génial. Est-ce que Gaëlle demande si on peut voir des aurores boréales? Tu nous disais tout à l'heure que tu avais eu de la chance d'en voir au mois d'octobre. Est-ce que tu peux nous dire à peu près à quelle période de l'année on peut avoir la chance d'observer des aurores boréales en Ontario? Alors, c'est une question super difficile parce que c'est un peu chacun sa chance, malheureusement. Évidemment, plus on est au nord, plus on a de possibilités d'en voir généralement, puisque l'activité solaire fait que ça se concentre pas mal dans ces régions-là. Donc, c'est très rare d'en voir, on va dire, au-dessous de Muskoka ou du parc Algonquin. Normalement, c'est quand même assez rare. Moi, j'ai eu la chance d'en voir à Kingston, ce qui était complètement improbable, mais parce que l'activité solaire était vraiment très intense ce jour-là. En termes de période, ça se concentre surtout plutôt l'hiver, puisqu'on peut les apercevoir une fois qu'il fait vraiment nuit. L'important, ce serait d'être au plus haut possible en Ontario et dans un cadre où la lumière est très restreinte. Donc, dans les différentes forêts, dans des lodges, s'il y a vraiment pas grand-chose d'éclairé à l'extérieur, c'est là où on aura le plus de chances de les voir. On a aussi une réserve de ciel étoilé dans la région de Muskoka qui s'appelle Torrance Barrens, où là, il y a vraiment une pollution lumineuse qui est volontairement très réduite pour maintenir ce classement de réserve naturelle étoilée. Et donc, ça peut faire partie, en cas d'activité forte solaire, de les voir. En tout cas, vous avez des applications qui permettent de suivre un peu comment ça évolue et les chances d'en voir. Donc, il faut être
très à l'écoute, mais c'est toujours une belle surprise quand on en a, oui. On va se transformer tous en chasseurs d'aurore boréale. Ça a été ma semaine complète. Cécile, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre précisément à cette question. La question est, quelle est la distance parcourue dans le circuit que tu nous as présenté? Je me permets de rajouter une petite précision dans la question, c'est au-delà des distances, j'imagine que le plus important, c'est surtout les temps de route, parce que ça dépend si on roule sur de l'autoroute ou sur de la petite route. Voilà. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, ce programme sur 2 semaines, au niveau du kilométrage, j'estime entre peut-être 1 500 et 2 000 kilomètres. Tout dépend, si on fait, des escapades, intermédiaires, on va dire. Mais c'est vrai que c'est des temps de route, assez raisonnables. Alors, les plus grandes distances vont être entre Niagara et la péninsule Bruce. Et puis, où là, on est à peu près, je pense, tu me diras, Marion, mais je pense qu'il doit y avoir 4 heures de route, 3h30, 4 heures à peu près. On ne doit pas en être loin, oui. Ouais. Et puis ensuite, à peu près la même chose pour rejoindre Muskoka. Voilà, on a des temps de route de 3 heures, 3h30 maximum. Et surtout, on essaye que vous passiez 2 nuits consécutives au même endroit, au moins, pour justement profiter d'explorer à chaque fois chaque région tranquillement. Ok, super. Et donc, en lien avec cette question, Floriane nous demande s'il faut le permis international pour conduire en Ontario. Alors non, hein, c'est le permis français qu'il faut présenter chez les loueurs. Si vous voulez si vous avez un permis international, vous voulez le prendre avec vous, faites-le, mais c'est pas ça qu'on vous demandera à la location de voiture, c'est bien le permis français. Ok, génial. Et enfin, Marion, j'ai une petite question pour toi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet, me semble-t-il, c'est quelle langue parle-t-on en Ontario? Est-ce qu'on parle français? Alors, la majorité du temps, on est sur de l'anglais. C'est clairement celle qui est prédominante. Après, on a quand même une volonté de plus en plus présente de ramener un petit peu le français en Ontario. Donc, on a quand même pas mal de gens qui parlent quand même français en Ontario. Ce ne sera pas la majorité, mais il y en a. Et c'est surtout dans les attractions touristiques, de plus en plus proposent voilà, des visites que ce soit en français, soit avec un guide francophone, soit avec des choses qui sont traduites. Ça fait partie de toute façon de l'ADN du Canada d'être en langue française et en langue anglaise. Donc, dans pas mal d'expositions, etc., les deux langues sont souvent reprises. Il y en a même certains qui vont un peu plus loin, comme le Musée canadien du canot, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui, elles, proposent même trois langues, puisqu'ils incluent la langue des peuples autochtones en plus. Donc voilà, on a vraiment une volonté d'inclusion des différentes personnes. Et nous, ça nous arrange d'autant plus. Plus il y a de choses en français, plus on est content. Donc, on essaye voilà, de pousser dans ce sens pour avoir de plus en plus de choses francophones à votre disposition en Ontario. Je pense que c'était la dernière question. Alors oui, désolée, au bureau, il y a pas mal de petites coupures, donc Julie a été déconnectée et n'arrive pas à se reconnecter. Mais oui, c'était effectivement bien la dernière question. Donc, on vous remercie tous d'avoir été présents et d'avoir suivi ce webinaire. Merci à toi, Marion. Merci, Cécile. Et donc, ce webinaire sera disponible en replay juste après. Vous aurez un mail et donc vous pourrez le regarder et voir aussi tous les autres webinaires qu'on a fait précédemment. Donc voilà, donc merci à tous et une très bonne journée. Et puis n'hésitez pas à contacter Cécile pour votre prochain voyage en Ontario. Merci à tous. Merci à tous. À très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.